Bonjour à tous, moi je suis Maëva Tordo, merci beaucoup de m'avoir invité pour raconter une aventure de design thinking que j'ai essayé de rendre la plus concrète possible pour la partager avec vous. De manière à bien orienter ce que je vais vous raconter, ce que j'aimerais déjà c'est savoir un peu qui vous êtes. Donc, comme on n'est pas hyper nombreux, on va aller super vite. Si vous pouviez me dire votre prénom, ce que vous faites et ce que vous attendez finalement, enfin, est-ce que vous êtes venu chercher ce soir? Ça peut être de la pure curiosité comme une question un peu spécifique par rapport au sujet du design thinking dans l'éducation ou un cas concret, etc. On fait juste un tour, comme ça au moins aussi vous serez connus et pour la partie bière et apéro, vous pourrez peut-être spotter des gens que vous avez envie de rencontrer et puis moi je saurai un peu qui est dans la salle. Ça marche? Je commence par vous? Alors, je m'appelle Olivier, je travaille dans le conseil marketing. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre dans des domaines que je connais moins, qui sont des domaines en dehors des grands annonceurs que je fréquente régulièrement, ce que le design thinking peut apporter. Ok. Allez-y, on va noter des idées. Moi, je m'appelle Natalia et je suis de Barcelone et je suis ingénieure industrielle spécialisée en design et produit. Et je suis intéressée à tout type de méthodologie design plutôt orientée à la produit matériel. Ok. Marco, je m'appelle Marco, graphiste web design et depuis longtemps dans le domaine du web et je suis intéressé au design thinking pour déjà ici je suis venu pour voir dans le cas pratique comment ça marche et je suis intéressé à cette méthode parce que ça fait partie beaucoup de mon boulot donc dans quotidien. Je suis Luc. Bonjour. Je fais du project management ou de l'architecture. Mon dada, c'est tout ce qui tournait autour de la psychologie cognitive. Donc j'ai cherché aussi depuis 1999 l'agile, le lean, le design thinking, etc. Comment toute la démarche créativité et innovation. Et aussi people relation. Comment faire que les gens ne se faillent pas. Co-créer. Geoffrey, je viens également de sciences cognitives et moi je fais du design thinking on va dire un petit peu dans mon entreprise et j'en ai déjà fait pendant mon stage de fin d'études et voilà, là je suis sur un projet de serious game en plus alors dans l'éducation ça a bien apporté je pense. Ok. Emmanuel, moi je suis consultant dans l'industrie et j'essaie d'appliquer certains principes dans certains cas et ça m'intéresse de comprendre d'autres approches et d'autres cas d'application. Moi je m'appelle Jean-François, je suis étudiant en école de commerce et j'aimerais beaucoup appliquer le design thinking avec des associations étudiantes et les accompagner là-dedans. Merci. Bonjour, je m'appelle Maude, moi je suis directrice de la communication dans l'éducation, notamment une école de design, on fait du produit et je m'intéresse à toutes sortes d'événements pour voir ce qui pourrait intéresser notamment les étudiants et les ouvrir à tout ce qui est entrepreneuriat. Super. Bonsoir, moi je m'appelle Renaud, donc je suis directeur artistique. Je suis intéressé par pas mal de types de méthodos, aussi Lean, Scrum, etc. Et du coup, je suis venu voir un peu un cas concret, parce que j'utilise du design thinking de façon un peu personnelle ou profane. Donc voilà, ça m'intéresse à voir un cas concret. Bonsoir, je m'appelle Sandra, je suis aussi de Barcelone. je suis consulaire gestion et en fait, le design thinking n'a pas beaucoup à voir, je crois, avec mon travail, mais je suis curieuse sur cela, j'ai entendu parler, je crois que c'est intéressante et en plus je suis intéressée dans le monde de l'éducation, donc voilà. Super, merci. Bonsoir, je m'appelle Régis, je suis product owner chez Pajone pour l'application Android. Design thinking je ne connais pas, et moi ce qui m'intéresse c'est comment remettre les humains dans la conception des produits. Donc je me dis qu'ici il peut y avoir des choses qui peuvent m'intéresser et je participe aussi à ce qui est game storming. Super. Bonsoir, Marcel, product owner chez Tigla. Et donc là je suis venu pour un cas pratique justement du design thinking. Ok.
Benoît, product owner chez Tiga aussi. Et moi, c'est pour connaître un peu plus l'univers du design thinking, donc par curiosité, pour fournir les connaissances pour tout ce qui touche au produit en général. Pardon, je suis Marjolaine, je suis UX designer chez Niji. J'ai fait une reconversion professionnelle l'année dernière dans le format de méthodologie design thinking niveau 1. J'ai fait après mon stage chez Néalite et voilà, donc je le pratique au quotidien. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de voir un retour d'expérience. Merci. Bonjour Franck, moi je suis consultant en stratégie produit et j'enseigne aussi le marketing et l'innovation à Nanterre et à l'EDEC. Et donc c'est des sujets auxquels j'ai touché, surtout dans le site du Lean Startup aussi beaucoup, et je fais un peu le lien maintenant entre les deux. Et puis donc dans l'éducation, ça m'intéresse énormément de savoir ce qui a été fait là-dedans. Ok. On fera peut-être un événement d'ailleurs là-dessus, entre Lean Startup et Design Thinking, qu'est-ce qui se rapproche, qu'est-ce qui diffère, etc. C'est super intéressant à faire. Daniel, je travaille comme coach design thinker chez SAP dans les équipes innovation. Donc l'objectif ce soir, c'est de partager des expériences. C'est vrai que j'ai bien aimé votre remarque. On essaie aujourd'hui chez SAP de mettre de plus en plus les utilisateurs au centre du développement. Et design thinking est une méthodologie qu'on utilise bien quotidienne. Bonsoir, Stéphane, je suis consultant, formateur, facilitateur visuel. Donc j'essaie d'encourager les gens à s'exprimer aussi bien par les mots écrits, dits que par les dessins. Je pense que si on arrive à développer une capacité à dessiner, on arrivera à développer une capacité à se comprendre et à travailler en bonne intelligence. La philosophie, donc je viens chercher un petit peu des idées. Bonsoir, je m'appelle Elias, je suis ingénieur, développeur et concepteur technique. Et je voulais en apprendre plus sur le design thinking et sur globalement les méthodes de conception et de conception étant le plus efficace possible. Merci. Bonjour, Émilie, je suis producteur chez Tiga. Donc je suis ici pour voir une application concrète. Bonjour, moi je m'appelle Diane, j'ai travaillé dans une formation spécialisée dans l'éducation, je suis très intéressée par ces sujets. Et là je viens de rejoindre la School Lab qui propose des formations à l'entrepreneuriat pour des étudiants et des formations à l'innovation pour des entreprises, et on s'appuie pas mal sur tout ce qui est design thinking, lean startup, etc. Donc du coup je me suis dit que design thinking, éducation, c'était pour moi. Bonsoir, je m'appelle Jean-Emmanuel, je suis designer industriel. Je m'intéresse au design thinking pour voir un petit peu comment les gens l'utilisent d'un point de vue non créatif, d'une manière dans les entreprises et là, c'est le retour d'expérience qui m'intéresse. Termine là. Donc Hugo, je suis le cofondateur de Tiga avec Alexandre, et le design thinking nous intéresse particulièrement dans les phases d'imagination de services numériques. Donc c'est vrai que nous on l'applique plus particulièrement au monde du numérique, et c'est avec avoir un éclairage de Maeva sur comment ces pratiques-là sont diffusées dans le monde de l'éducation qui nous intéressait particulièrement. Alors moi, tout à l'heure, donc moi c'est effectivement Alexandre. Comme l'a dit Hugo, on commence à connaître l'application de design et de startup sur le numérique très peu dans le domaine. Donc là, je suis particulièrement intéressé par un retour d'expérience en termes d'organisation. Ce que j'ai compris, ça va tourner autour d'éducation, mais aussi beaucoup d'organisation, des prototypes d'organisation et autres. Donc voilà, je suis curieux de savoir comment ça s'articule. Et bonsoir, je m'appelle Lim Adjang, je suis freelance designer. Je suis quelqu'un multiculturel et interdisciplinaire. Et je m'intéresse beaucoup au design thinking. Et toi, qui es-tu? Bonjour. Je suis Adrien Dupuis, je m'occupe de tout le design d'une application qui s'appelle Snapit, et qui fait de la vidéo à plusieurs en quotidien par des groupes. Et voilà, je connais Maeva et j'ai voulu en entendre parler, ça faisait longtemps. Ah, pour le plaisir de t'entendre parler. C'est ça, j'ai un nouveau fan club. Parfait. Bon, merci beaucoup. Merci à tous. Donc,
Ça me rassure plutôt. Au niveau cas pratique, ça va être effectivement une application de design thinking d'un point de vue organisationnel. Et la particularité, c'est qu'il faut que vous sachiez que c'est vraiment de la lecture de l'histoire à l'envers. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous raconter, ça n'a jamais été tiens, je vais faire du design thinking par rapport à cette situation. C'est en faisant les choses qu'après j'ai découvert que j'avais complètement appliqué cette méthodologie-là. Et donc c'est assez intéressant. Qui a vu cette vidéo sur l'éducation de Sir Ken Robinson? Ok, pas beaucoup. Je vous recommande, on va pas la regarder maintenant parce qu'elle dure 11 minutes, mais elle est super bien. Ça permet vraiment de comprendre globalement dans quel entonnoir on rentre au niveau de l'éducation aujourd'hui, qui finalement à l'origine formait des petits soldats à rentrer dans des cases et ça marche plus. C'est plus possible. Et donc c'est vraiment pas mal. Vous allez sur YouTube, vous mettez RSA Animate Changing Education Paradigm. Et là vous allez voir justement c'est de la visualisation, donc c'est des dessins qui sont sur la conférence de ce monsieur, et c'est super bien, ça permet d'avoir un contexte. Ce dont je vais vous parler, c'est vraiment de l'intrapreneuriat. Comment est-ce qu'on change une organisation de l'intérieur? C'est quelque chose à laquelle je crois beaucoup. On parle énormément d'entrepreneuriat aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir aussi à former à l'intérieur des structures des gens capables d'innover, de prototyper et de changer les choses de l'intérieur, parce que c'est pas seulement en devenant tous entrepreneurs qu'on pourra vraiment réorganiser la société. Donc j'espère pouvoir vous transmettre quelque chose sur ce sujet. Pour le design thinking, tout le monde connaît... qui connaît globalement les étapes du design thinking? Ok, vous êtes assez nombreux, parfait. Donc j'ai essayé de relire l'histoire de tout ce que j'ai fait à travers ces différentes étapes. J'ai fait de mon mieux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a en gros 5 grandes phases dans le design thinking. Le premier étant d'observer, de découvrir, ensuite d'interpréter, de trouver des nouvelles idées pour régler le challenge, de faire un prototype et une fois qu'on a trouvé la bonne solution au problème, de l'élargir et de la diffuser. Donc par rapport à l'éducation, moi, en gros, j'ai toujours été la petite fille parfaite, première de la classe, qui débordait pas dans les dessins. Et donc, en suivant une éducation assez sage et toujours en respectant les professeurs, je me suis retrouvée dans ce qu'on appelle l'élite de l'école de commerce, parmi les top 3 françaises, bien dans les lignes, donc en l'occurrence à SCP Europe. Et je me suis retrouvée donc sur l'autoroute bien organisée de la business school. Sauf que j'ai eu, je pense, un peu de chance, qui est que dans mes études, je me suis retrouvée à faire un truc un peu chaotique. Je me suis retrouvée à faire S et puis une cagne. Et donc, j'ai découvert Socrate, j'ai découvert le fait qu'on pouvait poser des questions, remettre les choses en perspective. Et donc, j'ai pris du recul. Et malgré le fait que j'arrivais dans cette autoroute de la business school, je me suis un peu posé des questions, j'ai trouvé ça étrange, j'étais pas d'accord. Et j'ai eu la chance aussi de beaucoup voyager, ce qui m'a rendu un peu Robin des Bois. Donc voilà, par ces différents voyages que j'ai fait en suivant mon père qui était chercheur dans différents pays comme Mexique, Thaïlande, Vietnam, etc. Et en même temps sur le terrain, je faisais un aller-retour entre mon privilège éducatif en France et le fait que tout le monde n'était pas dans la même situation que moi. Et donc clairement, quand je suis arrivée dans cette école de commerce, j'avais un peu l'impression d'être l'éléphant au milieu de l'autoroute et de pas du tout coller dans le modèle. Et donc c'était assez perturbant. Je me suis retrouvée un peu à vouloir changer les choses, j'avais un espèce d'espoir et puis je cherchais autour de moi s'il y avait d'autres personnes qui étaient un peu dans la même perspective de se dire il y a un truc qui cloche, c'est pas normal que tout le monde nous parle seulement d'argent, qu'on nous donne une sorte de surgelé pré-mâché à avaler pour créer la société de demain. C'est pas logique et puis je me sentais vraiment très très seule mais j'avais envie d'y croire, quoi. Je me disais un autre monde est possible, autre chose existe, ça doit être possible. Et puis du coup je me suis dit ok, j'ai envie d'y croire, donc je vais me tenir à cette intuition première qui est que ça peut être différent et que ça n'est pas forcément tel qu'on essaye de m'enseigner, et je vais voir les choses autrement. Donc comme je vous le dis, j'ai essayé de voir ce qui s'est passé par rapport à cette méthodologie du design thinking et à la transformation de l'école dans laquelle j'ai étudié. Si on prend la première partie, donc la partie découverte, le design thinking dit vrai quand il dit qu'il faut sortir du building. Il faut aller regarder à l'extérieur. Donc c'est ce que j'ai fait. Et la deuxième règle qui est vraiment importante, c'est la sérendipité. À savoir, quand on sort du building, il ne faut pas se dire qu'on va aller à un endroit en particulier. Il faut forcément en choisir un pour commencer, mais rester extrêmement ouvert à tout ce qui va se passer. Et donc en sortant du building, j'ai eu pas mal de chance. Et j'ai pu découvrir au fur et à mesure tout ce que j'intuitionnais en dehors de l'école de commerce, mais qu'on ne m'y enseignait pas. Donc là, je vous ai fait
une petite liste de tout ce que j'ai pu découvrir. L'entrepreneuriat social, comment je l'ai découvert, c'était simplement en tombant sur une association qui, au lieu de me proposer un stage de photocopie à la BNP, proposait d'aller aider un entrepreneur social à Dakar. Et donc je me suis retrouvée à aider à développer un studio de production de musique hip-hop pour les jeunes défavorisés à Dakar. Et ça a été ma première découverte de cet univers-là, et entourée donc d'entrepreneurs. Je vous parlerai plus tard d'autres mouvements qui sont montés comme Make Sense aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat social qui ont évolué, mais bon, à l'époque il n'y avait pas grand-chose. En continuant à chercher, je suis tombée sur un livre de Mohamed Younous, Vers un monde sans pauvreté, où il explique un peu tout ce qu'il a développé autour du microcrédit et puis ensuite du social business. Social business, c'est familier, est-ce que vous voulez que j'explique un peu ces termes-là ? Bon, juste je vous fais rapidement, mais bon, voilà, l'idée du social business, c'est des grandes entreprises qui s'attaquent à des marchés qui ne sont pas solvables et qui partent du principe qu'en aidant à développer ces marchés-là d'un point de vue économique, donc en aidant le développement de la population, ils pourront à terme pouvoir avoir une opportunité dessus. Donc un des grands exemples du social business avec Mohamed Younous, c'est l'exemple de Danone Communities. Mohamed Younous et Danone se sont mis ensemble pour aller au Bangladesh, là où évidemment personne n'était solvable, et pour que Danone développe localement une usine, des yaourts qui sont nutritifs pour les enfants, et que même si c'est pas du tout rentable pour eux aujourd'hui, ça permet de développer la santé locale et à Danone de gagner des marchés. Bref, une autre façon de faire du business. Le bottom of the pyramid, c'est encore une autre version qui parle du niveau de la pyramide, qui part du principe qu'aujourd'hui, en bas de la pyramide, il y a plusieurs milliards de personnes qui gagnent moins de $1 par jour, qui aujourd'hui ne sont pas considérées comme des consommateurs, et pourtant, ces gens-là dépensent de l'argent pour acheter des bougies, pour acheter un minimum de choses à manger, etc. Et c'est toujours dans la même logique de renverser un peu la perspective des entreprises et de penser les choses autrement en se disant on va développer économiquement un pays pour que ce devienne plus tard un marché. Donc voilà, j'ai découvert le microcrédit, notamment avec une entreprise que j'avais rencontrée lors d'un événement qui s'appelait Babylone, qui faisait comme Kiva. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils financent des micro-entrepreneurs à l'international pour permettre le développement économique local et notamment en fait donner accès aux banques, enfin au système bancaire à des gens qui, de la même façon, sont hors système. J'ai découvert notamment le commerce équitable, j'ai eu la chance de rencontrer dans des événements aussi les fondateurs de Veja, qui sont des gens assez chouettes parce que c'était des gens qui avaient commencé à travailler dans une boîte de conseil et qui un jour en ont eu marre de se rendre compte que la chaîne de valeur n'était pas égalitaire et qu'il y avait notamment beaucoup de problématiques sur la rémunération des gens qui fabriquaient les choses et qui sont partis en tour du monde et qui se sont dit ok, nous on va regarder comment ça marche et on va réussir à créer une entreprise qui a une chaîne de valeur absolument nickel de A à Z, qui non seulement est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, cradle to cradle, donc qui permet de prendre la matière au début et de la suivre jusqu'à son recyclage, et en même temps de rémunérer les gens correctement. L'économie collaborative aussi, bon ça c'est quelque chose qui émerge depuis, qui commence à émerger aujourd'hui et qui était un peu moins visible avant, mais pareil, c'est encore une autre façon de voir les choses, de considérer le digital comme un nouvel outil qui désintermédiarise absolument toute l'économie, qui met les producteurs et les consommateurs en face et qui du coup change les choses. Vous connaissez tous Covoiturage ou Airbnb qui du coup changent la donne et posent la question, ne sont pas forcément une solution, mais sont une autre façon de voir l'économie. Enfin, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était la découverte. Donc cette découverte-là, ça se passe comment ? Ça se passe en surfant sur Internet, en cherchant des événements. Alors aujourd'hui, il y a par exemple les meet-up qui sont des outils incroyables si on veut s'intéresser à un sujet. Quand j'ai commencé, donc je suis arrivée dans cette école en 2006. Donc à l'époque il n'y avait pas ça, il fallait sortir du building et aller chercher un peu les gens qui s'intéressaient à différents sujets et aller à la découverte. Et donc les coworking space, notamment j'ai découvert le hub totalement par hasard sur internet, je me souviens encore, j'avais l'impression de faire la plus grande découverte de ma vie. C'était en 2009, il venait juste de créer ça et c'était un type qui s'était dit ce serait génial qu'on crée un lieu où tous les gens qui ont envie de changer le monde et qui sont entrepreneurs se retrouvent, travaillent ensemble et collaborent. Et maintenant, des hubs, il y en a plus d'une 50aine dans le monde entier, à São Paulo, à Milan, à Londres, il y en a 3, etc., etc. Et donc là, encore une fois, c'était l'idée de réinventer le bureau et de se dire qu'on ne sera à terme plus dans des grands bâtiments où tout le monde travaille devant son ordinateur, mais on ne fera que se rencontrer à des moments clés, quand les réunions seront nécessaires, et on pourra vraiment travailler de manière organique un peu partout. Bref, toutes ces choses-là que j'ai pu découvrir absolument pas dans mes cours, mais en allant chercher l'information à l'extérieur, j'étais ravie, je me suis dit, génial, cette intuition que j'avais de questionner un peu les modèles économiques a une vérité, il y a vraiment des gens qui s'y investissent, il y a des initiatives qui existent, trop bien.
Donc après avoir découvert, je dis on va interpréter. Et alors là, je me suis retrouvée un peu coincée, c'est-à-dire que forcément, je suis allée voir tous mes amis, je leur ai dit mais c'est génial, regardez, il y a ci, il y a ça, il se passe plein de choses, le monde va changer, on va pouvoir éradiquer la pauvreté, enfin bon tout ça, et évidemment, je ne sais pas, en tout cas, la plupart du temps, le retour que j'avais c'était t'es trop utopiste, t'es trop idéaliste, ça tient pas la route. Malheureusement, comme j'avais fait une cagne, je n'étais pas hyper baquée sur les concepts économiques, donc ils arrivaient à me prouver par A plus B que de toute façon ça tenait pas financièrement. Et bref, ça tout seul. Ça marchait pas. Donc j'ai eu un peu l'impression d'être toute seule dans ma baignoire avec mon Eureka, et finalement de ne pas pouvoir faire grand chose. Et pour autant, je continuais à étudier dans cette école et je continuais à me dire que fallait que quelque chose change, on ne pouvait pas former les acteurs économiques du XXIe siècle sur des modèles du XXe qui ne marchaient plus, il fallait que quelque chose change, mais si personne n'y croyait, ça n'allait pas marcher. Pourquoi ça avance tout seul? Donc, c'est parfait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour où j'étais dans cette fameuse salle informatique et où vraiment j'en pouvais plus, je crois que même j'étais plus ou moins en train de pleurer parce que ça m'énervait terriblement. En fait, c'était le gâchis qui m'énervait. C'est que je me disais, dans cette école, il y a plein d'étudiants qui ont plutôt cravaché et qui sont assez malins. Les professeurs ne doivent pas être complètement nuls. La structure qu'on a de travail est assez extraordinaire, notamment dans cette école, on a quand même 5 campus européens, des étudiants internationaux, etc. Donc s'il y a quelque chose à faire, on peut changer les choses. Et donc, avant d'abandonner, je me suis dit, soit t'arrêtes de pleurer, soit tu fais quelque chose. Et donc, on a ce mail-là, c'est le mail que j'ai envoyé à tous les délégués de l'école, ne serait-ce que pour savoir si j'étais toute seule à être aussi révoltée et à autant croire que quelque chose de différent était possible. Et ça, c'est la réponse d'une des déléguées qui me disait, c'est le plus ancien mail que j'ai trouvé dans ma boîte. C'était en 29 mars 2010, donc c'était il y a 3 ans. 4 ans. Et du coup, on s'est réunis et on s'est dit qu'il fallait essayer de comprendre le problème dans son ensemble. Donc ça, c'est aussi un enseignement que j'avais envie de partager, c'est que l'idée, c'était pas de se la jouer révolutionnaire et de dire de toute façon, c'est tout pourri, on va tout casser, c'est nul. C'était de partir du principe que justement, il y avait cette notion de gâchis, mais cette notion de ressources aussi, et qu'il fallait essayer de comprendre, de ne pas partir du principe que les professeurs ou l'établissement étaient méchants et ne voulaient pas que les choses changent, mais essayer de comprendre quels étaient leurs freins et pourquoi est-ce que la machine ne bougeait pas. Donc pourquoi est-ce que c'est une image de Cléopâtre, hein, j'ai toujours été fascinée par ce côté, si le nez de Cléopâtre avait été plus court, peut-être que Jules César ne serait pas tombé amoureux d'elle, etc., etc. Donc c'est un peu l'effet papillon, et c'est une façon d'exprimer le côté holistique des choses. Bon, du coup, maintenant qu'on était tous d'accord, que j'avais réussi à rassembler une quinzaine d'étudiants qui étaient d'accord avec moi sur le fait qu'il y avait un problème, il fallait bien qu'on propose une solution, parce que sinon on était justement dans cette révolution pure où il fallait juste râler. Donc, trouver des idées, c'était déjà voir les choses à l'envers, et encore une fois, ne pas seulement se plaindre des manques qu'il y avait dans l'établissement, mais plus voir l'établissement comme une caverne d'Ali Baba avec un nombre de ressources incroyables, peut-être mal utilisées ou mal organisées, qu'on pouvait voir différemment. Donc on s'est tous réunis, ça a duré 6 mois, c'était assez rigolo, on se réunissait notamment chez ma mère de 20h à 2h du matin, avec la première partie où on râlait contre toute l'école, et puis au fur et à mesure on finissait quand même par se mettre d'accord sur des solutions, et on s'est dit, la meilleure façon d'accompagner le changement dans l'école, c'est d'utiliser ces outils. Or, dans une école de commerce, on apprend notamment à faire des missions de conseil. Et comme il y avait un des étudiants avec moi qui était chez Accenture à l'époque, je lui ai dit on va faire une méthodologie Accenture, on va faire un truc bien. Et donc on s'est dit ok, on va faire un projet pour l'école pour 2015. Ça c'était en 2010. On a visé loin. On s'est dit on va analyser, et vraiment dans la logique justement on parlait de ce que vous parlez de people centered, comment est-ce qu'on travaille le produit avec le public. On s'est dit, une des problématiques peut-être dans l'école, c'est qu'ils ne demandent pas aux étudiants qu'on peut considérer comme des clients leur avis, ce qu'ils pensent, si ça leur plaît ou pas, et comme ils ne s'interrogent pas sur ces questions-là, nous on va leur donner notre avis. Et on va leur donner sous la forme de cette fameuse mission de conseil. Donc ça c'est le document qu'on a créé, le tout premier document qu'on a créé, où on avait identifié 6 axes d'amélioration, avec, on essayait sur chaque axe de dire ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Donc, évidemment, ce qui était bien se réduisait un peu à peau de chagrin, et ce qui n'était pas bien était comme ça, et on a essayé d'être un peu réglo. Et donc on a fait ce travail-là, de manière complètement bénévole, par nous-mêmes, parce qu'on avait envie de partager. Et on est allé voir la direction, donc le haut de la pyramide,
pour leur passer ces informations-là et travailler avec eux. Donc on s'est retrouvés dans différents comités de pilotage, à leur raconter pourquoi est-ce qu'on n'était pas content, qu'est-ce qu'on imaginait pouvoir faire mieux, et puis surtout ce qu'on voulait, c'était se dire, on a identifié 6 axes, peut-être que eux aujourd'hui ils sont en train de travailler sur un ou deux de ces axes-là, autant se mettre d'accord par rapport à leur timing sur ce qui est pertinent, et puis on va creuser avec eux et essayer de trouver des solutions que nous on considère comme faisables, quitte à les aider, etc. Après, c'était comment est-ce qu'on a mis en place ces choses-là. Alors bon, concrètement, rien ne s'est passé. C'est que voilà, ça a duré 6 mois, on a fait tout ce travail, on s'est réunis pendant des nuits blanches, on a fait plein de documents qui étaient tous magnifiques, on a donné ça à l'administration qui nous a dit oui, ça a l'air super bien, assez intéressant. Et puis, bon, très concrètement, moi je suis partie faire un stage à Montréal, et puis rien ne s'est passé du tout. Et donc en revenant de Montréal, c'était le moment du diplôme. Et puis voilà, c'est le moment du diplôme, normalement on quitte l'école, on s'en va, voilà, c'est fini, et puis la vie continue. Mais quand même, on avait un peu envie que quelque chose se passe. Vous devez tous connaître ces fameuses phrases, ne demandez pas la permission, demandez... comment on traduit ça ? Clémence. Demandez pardon. Clémence, tout à fait. Ce ne sont pas les idées, c'est le fait de réaliser ses idées, just do it, vous n'avez qu'à tout compris. Faire c'est mieux que de faire parfaitement, et donc ça je pense qu'effectivement dans la méthodologie du design thinking on parle de prototypage et c'est juste tellement fondamental quoi, parce que c'est là que les choses se passent, c'est là que vous avez un proof of concept, c'est là qu'on peut vraiment faire avancer les choses. Donc du coup le moment du diplôme arrivait, c'est pour should I stay or should I go, c'était un peu la grande question de mon cas, et il y avait tellement cette envie de se dire si on a envie de changer le monde, peut-être que l'éducation et le fait d'ouvrir les yeux, toutes ces choses que j'avais découvertes et que je trouvais géniales et que personne ne voulait entendre et que visiblement peu de gens connaissaient, j'avais vraiment envie de les transmettre, et donc finalement je suis restée. Et donc vu que tout ce que je vous ai raconté avant n'avait servi à rien, maintenant la question c'est comment est-ce que les choses ont pu avancer. Alors il y a plusieurs règles que je peux retenir qui du coup seraient une sous-méthodologie design thinking, mais qui ont fait que les choses sont enfin arrivées. Donc la première chose, c'était de trouver quelqu'un qui était aussi fou que moi et qui y croyait, vraiment comme moi. Dans la photo de mon diplôme, il y avait une autre jeune fille qui était avec moi, Leïla, et en gros, quand on a été diplômés, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés toutes les deux et on s'est dit, faut qu'on fasse un truc, on est tout juste au moment de notre diplôme, c'est le moment de mettre une grosse pierre dans l'école pour que les choses changent, parce que sinon on va s'en aller, et puis les 2000 prochains étudiants n'auront pas accès à autre chose. La deuxième chose, c'est aussi de trouver au moins un follower, un client potentiel. Cette jeune fille, Justine, qui est juste à côté de moi, c'est une étudiante. En gros, quand on s'est mis d'accord avec Leïla pour faire quelque chose, on a simplement fait un mail sur l'intranet des stages de l'école en disant on cherche un stagiaire bénévole qui veut bien nous aider à, en gros, révolutionner l'école. Et Justine nous a répondu que c'était juste trop génial, qu'elle avait trop envie et que oui, absolument, elle voulait faire la première partie de sa césure avec nous. Donc la césure, d'un point de vue symbolique, c'est quand même l'année où on fait des stages, où normalement on a envie d'avoir sur son CV des grandes boîtes de conseil, d'audit, des banques, etc. Et donc là, on avait une jeune fille hyper motivée, absolument ravie de développer ça avec nous. Donc pour nous, c'était notre premier follower. Là, j'ai mis un lien vers une vidéo. Est-ce que vous connaissez la vidéo du followership qui dure 3 minutes? Je sais pas si c'est ça. Ah mais j'ai pas internet du coup. Bon, je vous l'enverrai, c'est une vidéo assez rigolote où en gros c'est dans un parc à San Francisco où vous voyez des gens qui sont en train de bronzer au soleil et puis il y a un type qui commence à danser de manière complètement débile au milieu du parc, et puis bon, au bout d'un moment il y en a un autre qui arrive et là c'est le début de la foule entière qui à la fin danse de manière complètement idiote, et la morale de l'histoire c'est qu'il faut un premier follower pour que finalement, à partir de quand il y en a un il est fou, quand il y en a deux ça commence à faire un groupe, et à partir du troisième c'est parti. Et donc Justine, merci Justine, je la remercie aujourd'hui, nous a suivis et a cru en nous. La deuxième règle, c'est justement un peu dans cette logique du net Cléopâtre et de la compréhension holistique des choses, il faut chercher des insiders dans l'organisation.
C'est-à-dire que bon, c'était bien beau, nous, avec nos idéaux, Leïla, à se dire on va changer les choses, mais rien n'aurait été possible si on n'avait pas cherché des gens à l'intérieur de l'organisation qui étaient déjà un peu fous, qui n'avaient pas forcément encore mis en place des révolutions, mais qui étaient prêts à les mettre en place et qui avaient juste besoin que des gens les rejoignent. Donc là, j'évoque Jacqueline Fent, qui a été au fondement de la création de la chaire entrepreneuriat. Bon, ça, c'est un peu un gap dans l'histoire, mais c'était tout le développement de l'entrepreneuriat que j'ai commencé à rejoindre très tôt et que j'ai aidé à développer, qui était vraiment